Il y a 18 ans, une épidémie appelée SRAS va provoquer la mort de centaines de personnes à Hong Kong. Pour le reste du monde, l'événement est vite devenu un mauvais souvenir. Mais dans la cité asiatique, on a retenu la leçon. Les équipes du groupe Bouygues disposent désormais d'un état-major et d'un manager anti-Covid-19 chargés tout spécialement de la lutte contre le virus. We had a great concern when we heard from the news that there were confirmed cases in Wuhan city of China in early January. Because of the high traveling mobility over Chinese New Year holiday, there were 2 important cases of the COVID-19 in Hong Kong on 22nd January. Immediately, our safety director evaluated the stock of face masks, and the crisis management team was also activated to closely follow the news of the COVID-19. The second action taken was we checked all staff if they traveled to China during the holiday. If yes, they will request to stay home for 14 days. 小李啊，嗱，如果頸渴就飲水啦嚇，如果發覺有啲咩唔妥就唞一唞，但係個口罩咧就唔好除，係有嘅，因為咧我哋曾經試過03年嗰個沙士之後咧，咁大家對嗰個疫情咧都已經係有一啲認知，所以今次咧再有呢個肺炎嘅時候，咁佢哋個安全衞生意識真係完全比較好咗好多嘅。Grâce à ces mesures, et alors même que l'épidémie frappe toujours les villes asiatiques, aucun malade n'a été détecté sur le chantier depuis le 20 février. And we have to repeatedly remind the importance of the precautionary spirit, as the COVID-19 is highly contagious. Again, we must have self-discipline ourselves. En France et partout dans le monde, le groupe s'est engagé sur tous les fronts logistiques pour obtenir les équipements nécessaires et assurer la sécurité de plus de 130 000 collaborateurs. Merci beaucoup, bonne journée. Avec l'expérience de Hong Kong, nous avions compris qu'à Hong Kong, ce qui avait permis le redémarrage, c'était de redonner confiance aux collaborateurs en assurant un maximum de protection. Comme Bouygues Construction a une implantation très ancienne en Asie, on s'est dit il faut qu'avec les acheteurs qu'on a là-bas, on aille voir si on peut se trouver des masques. On a la chance au sein de Bouygues d'avoir une centrale d'achat qui est positionnée à Shanghai depuis pratiquement 10 ans. Le calcul que l'on faisait à cette époque, c'est qu'il nous fallait un nombre de masques extrêmement important chaque semaine, puisqu'on consommait pratiquement 2 à 3 millions de masques par semaine. On en a offert 1 million au gouvernement français, on en a offert 1 million au gouvernement ivoirien, parce que la Côte d'Ivoire est un vieux partenaire de Bouygues historique depuis toujours. Et puis on a approvisionné pour nous pour préparer la reprise. À ce jour, le groupe Bouygues a acheminé combien de masques ? 45 millions. Mais Bouygues Construction comme Colas, comme tous les métiers du groupe, on est dans des écosystèmes complexes. Dire on s'arrête, c'est pas 25 collaborateurs de Bouygues qui s'arrêtent, c'est 25 collaborateurs de Bouygues qui s'arrêtent, plus les sous-traitants, les fournisseurs, enfin un système compliqué. Et à arrêter, c'est assez simple. À redémarrer, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que toute la chaîne, tout l'écosystème se remette en route, réapprovisionne, redémarre, etc. Et donc, on avait aussi beaucoup de fournisseurs et de sous-traitants qui n'avaient pas les moyens de protection. Et donc, on les a aidés, on leur a fourni éventuellement, pour un grand nombre d'entre eux, pour faciliter le redémarrage. Et on était, je crois, un des premiers grands groupes à redémarrer. Et je crois que tout le mérite en revient à Olivier Roussat et aux patrons de métier qui se sont donné beaucoup de mal pour préparer tout ça. Sur le terrain, les compagnons ont multiplié les initiatives pour qu'aucun détail ne soit oublié. La zone d'accueil avec les 4 stations pour l'auto-évaluation, prise de température, nettoyage et distribution des masques. Le chantier du Grand Paris Express a été le premier à reprendre en Île-de-France dès le 20 avril. Au niveau de l'ascenseur, comme c'est des boutons qui sont touchés par tout le monde, on a mis en place un système de distribution de papier. Comme la distance est relativement faible, on demande aux collaborateurs de faire la descente ou la montée dos à dos de façon à mieux sécuriser l'opération.
Je vois que certaines industries ont énormément de mal à reprendre pied dans la vie de tous les jours, avec une crainte de sortir, une crainte de relancer de l'activité. Pour nous, ça a été assez naturel. Notre vie, c'est fait de renouvellement à chaque chantier. Et on repart de zéro et on recrée quelque chose. Partout, les équipes ont dû apprendre à cohabiter avec ce nouvel environnement, comme ici, sur le chantier d'élargissement de l'autoroute A10, mené par Bouygues Construction et Colas. On a remis en route cet échelon le 22 avril dernier. C'est vraiment le premier échelon qu'on a remis en route. Ça nous permettait un petit peu de nous tester notre capacité à respecter toutes les consignes qu'on avait prévu de mettre en place. Là, on a limité à 16 personnes, alors qu'on est quasiment plus du double en conditions normales. Le réfectoire et les douches, c'est vraiment l'endroit où on a pu notre protection de type masque. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux sur la gestion de ces espaces-là, parce que c'est là qu'on peut avoir le plus de problèmes. On a neutralisé une partie pour toujours avoir un minimum 1 mètre d'écart entre ceux qui manquent. Donc vous voyez la capacité du coup réduite que ça génère. Et le fait de manger comme ça à 1,50 m, 2 mètres, je pense que ça change quand même quelque chose. Je ne suis pas sûr que les gens s'habituent facilement à ce genre de choses. Comme les machines à café, tout ça, c'était un lieu convivial où on discutait des problèmes éventuellement. Il n'y a plus, pour l'instant il n'y a plus. Au sein du groupe Bouygues, une partie du déconfinement s'est jouée ici, à Noyon dans l'Oise, l'un des départements français les plus touchés par l'épidémie. Dans cette usine Aximum, filiale de signalisation routière de Colas. Au cœur de l'épidémie, le directeur général Benoît Castex va lancer avec ses équipes une petite révolution dans cette usine habituée à produire des peintures. Fabriquer du gel hydroalcoolique alors même que toute l'économie française en manque. Et donc on travaillait sur nos scénarios de reprise. Voilà. Comment, on s'est arrêté le 17 mars, comment maintenant on va reprendre l'activité? Et on s'est dit, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des équipements de protection individuelle pour pouvoir reprendre l'activité. Donc il nous faut des masques et du gel. Donc là, en petit groupe, on s'est dit, mais du gel, c'est fait avec quoi? C'est fait avec de l'éthanol. L'éthanol, on en a 7 tonnes dans la cuve. On doit pouvoir se débrouiller tout seul là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment ça la jeunesse du projet. Tous ces petits pots que vous voyez là, c'est les formulations que Romain et son équipe ont mis en place. Donc il y a eu une vingtaine, je crois, de formulations. L'usine a dû reconvertir une partie de sa chaîne de production. C'est un poste sur lequel habituellement on fabrique des peintures à l'eau couleur et qu'on a aménagé récemment là, pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Vous avez Oder qui est là à la tête de conditionnement, qui est un renfort qui vient d'une filiale qui s'appelle GES. Ouais, le débit il est beaucoup moins. Le mot sécurité, il me parle. Étant chef de chantier, étant garant de la sécurité de mes collègues et de la mienne sur mes chantiers, ça m'a paru important de venir contribuer à l'effort national. Il y a une fierté en nous qui dit on est là, c'est nous qui l'avons fait, on aide des gens. Toutes les premières dotations sont parties sur Colas. Et là, maintenant, on a commencé à ouvrir le business et puis à fournir nos clients traditionnels qui sont des sociétés privées et publiques d'application de peinture. Depuis, la nouvelle s'est répandue dans toute la région et des associations ont fait appel à l'usine pour obtenir gratuitement ce gel hydroalcoolique. Alors, il est destiné aux femmes qui sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales, dans un premier temps, et pour tous les bénéficiaires de l'association Emmaüs et Aurore. Allez, vous ouvrez le coffre et on y va. C'est pas la seule donation que vous avez faite ces dernières semaines. On en a également fait une à la Croix-Rouge des Yvelines. Combien de litres 200 litres, ouais. Formidable. Ça prouve qu'on a de la créativité, de la réactivité. Ça prouve une chose, c'est que de temps en temps, quand on sort un peu de la bureaucratie, on fait aussi beaucoup de choses.
Certaines missions ont revêtu pendant l'épidémie une dimension très particulière. Au CHU de Caen-Normandie, Christopher est habituellement chargé de remplacer les filtres d'aération. Mais à cause du Covid-19, ces filtres sont suspectés de contenir des milliers de particules dangereuses dont la durée de vie est à ce jour toujours incertaine. Christopher doit désormais revêtir une tenue spéciale. C'est une maintenance préventive de la centrale de traitement d'air. Donc là, j'ouvre tous les caissons. Voilà, visuellement, les filtres sont quand même encrassés. Donc on est bon pour les remplacer. Les attaches sont différentes, mais c'est assez pratique, malgré tout. Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de la combinaison. Mieux vaut plus de sécurité que pas assez. Même si je dois fondre et perdre 2-3 kilos, mais voilà. À un moment donné, si tout le monde dit non, le bâtiment, c'est pas que je me sens indispensable, mais ou qu'on se sent indispensable, mais il peut se passer n'importe quoi à n'importe quelle heure. C'est toujours bien préférable qu'on soit là pour intervenir dans les plus brefs délais. Est-ce que vous pouvez me rejoindre dans le TGBT 1.1, s'il vous plaît? Derrière la technique, on a toujours de l'humain, en fait. Et on sait que nos actions peuvent très vite avoir des conséquences graves ou importantes. Dans une usine, on va perdre la production de lait. Nous, s'il y a un loupé, on va perdre une vie humaine. Le risque, il est là. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux, mais ça fait partie de notre métier. Pour assurer la sécurité des collaborateurs, des milliers d'entre eux sont restés à leur domicile pendant toute la crise. À la Tour TF1 ce jeudi matin, on tente de solutionner un casse-tête. Oui, ça fait 10. 10 de plus par rapport à aujourd'hui, ouais, soit 22 personnes sur site. Ouais. Comment organiser le retour des équipes tout en maintenant des distances de sécurité? Est-ce que c'est utile de faire revenir tout le monde? Ou est-ce que tu peux dire 3 stand-by à la maison, 3 stand-by sur site? On peut faire comme ça. C'est l'une des images de ce confinement. Des bureaux vides à tous les étages. Plus de la moitié des effectifs placés en télétravail pour ne pas les exposer au virus. Certains avaient l'habitude de faire un jour de télétravail, par-ci, par-là. Ils sont partis du jour au lendemain et je ne les ai pas revus depuis 2 mois et demi, à part en visio. Pour limiter toute contamination, certaines rencontres sont désormais interdites. Alors là, je m'arrête là, parce que à partir de cette porte-là, on rentre dans ce qu'on appelle les zones de fabrication. C'est les salles de montage, c'est les salles où le présentateur finit d'écrire son journal, et puis c'est l'entrée dans la régie. Et pourquoi je m'arrête là? C'est que la priorité des priorités depuis le début de la crise, c'est de minimiser les contacts entre les collaborateurs. Pour être tout à fait honnête, dès les premiers jours de la crise, je me suis dit, le jour où on a un collaborateur qui est malade, mais malade au point qu'on puisse le retrouver dans un service de réanimation, qu'on trouvait beaucoup de malades et qu'on racontait ça tous les jours dans nos journaux, le jour où on a un malade, je pense que l'ambiance de travail, la façon dont on va pouvoir continuer, l'énergie qu'on va pouvoir y mettre, elle sera plus la même, elle sera fragilisée. Et heureusement, on n'a pas eu ce cas-là. Est-ce que vous avez reconnu cette musique ? Des programmes ont dû bouleverser leurs habitudes pour continuer d'émettre. Quand je lui ai dit que j'étais en train de jouer à Qui veut gagner des millions, il ne m'a pas cru. Chez TF1, l'histoire retiendra que pour la première fois, Jean-Pierre Pernaut a présenté une partie de son journal de 13h depuis son domicile. C'est l'heure de notre page avec Jean-Pierre Pernaut, 13h avec vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jacques, bonjour Dominique. TF1 a préféré me mettre à l'abri pour respecter le confinement avec les petits problèmes de santé que j'ai eu il y a quelques mois. Mais on a installé un petit studio automatique chez moi. Comment ça va? Ça va à peu près. À Versailles, à la résidence des Jardins d'Arcadie, là aussi le personnel a tenu bon. Messieurs, dames, si vous saviez comme je suis ravie d'être aujourd'hui. Après 80 jours de confinement, quelques résidents peuvent à nouveau profiter ensemble d'une animation. Alors en tout cas, on va commencer avec le premier indice.
Au début de la crise, la plupart des résidents avaient accueilli avec tristesse ces mesures de confinement. Aujourd'hui, les sourires, la joie, font peu à peu leur retour. À ce jour, aucun locataire n'a été victime de la Covid-19. Madame Chaput, elle est là, elle donne un coup, et sur les carreaux, et sur les poignets, et sur tout, quoi. Donc ça, c'est vrai, c'est rassurant. On se dit, au moins, c'est propre, il y a quelqu'un qui fait attention. Ah, mais vraiment, l'équipe, elle a été formidable, hein.